On pourrait dire que toutes les espèces d'arbres se sont donné rendez-vous en Thiérache. En bouquet, en rideau ou en forêt, ils se nourrissent des pluies fréquentes qui inondent un sol argileux et peu fertile avant de gonfler les méandres de l'Oise. La Thiérache est une petite région éclatée sur 3 départements. Collée à la frontière belge, jadis fragment du Saint-Empire romain germanique, elle fut si souvent traversée par l'ennemi qu'elle a fini par transformer ses églises en forteresses. La Thiérache est une terre rude qu'il faut savoir mériter. Pour ceux qui l'aiment, bocages et vallons deviennent une mer couleur émeraude. Une immensité silencieuse au charme méconnu que nous allons découvrir avec Maxime Carmusic, le kayakiste, Julie Baudin et Gwenaëlle Allard, les défenseurs du bocage, Claire Halleux, la fromagère, Christian Vanneau, l'apôtre des églises fortifiées, Kit Armstrong, le pianiste international, et Jacques Pirot, le maître d'œuvre du démocrate de l'Aisne. Je vais te donner la plus petite. Tu vas le poser sur la digue quand on sera en haut, puis je le ferai glisser jusqu'en bas. Ouais. La Thiérache est une terre isolée? Peut-être. Maxime est né ici, il n'a pas l'air de s'en plaindre. Et s'il vous emmène en balade, attendez-vous à être surpris. On va remonter l'étang tranquillement. Bercé par le cours de l'eau, l'espace et sa voix tranquille. Qu'est-ce qu'on est bien sur l'eau quand il y a du temps comme ça? Donc là, tu vois, on est sur un des nombreux étangs de la forêt. En fait, il y a une forêt énorme, le massif Hirson-Saint-Michel, il fait 7000 hectares. Ce ne sont pas des étangs naturels, c'est des étangs qui ont été construits, qui ont servi beaucoup aux forges et qui maintenant servent plus aux loisirs, à la pêche, au canoë. Et ici, en fait, on est dans une zone Natura 2000, donc c'est une zone qui est classée et préservée au niveau environnemental. On a la chance d'être près des sources des différents cours d'eau. Ces cours d'eau ne traversent aucune ville avant d'arriver, donc ils sont protégés de l'impact de l'activité humaine. Et on a pas mal d'espèces qui sont indicateurs de la qualité du site, comme des oiseaux, comme le cincle plongeur, les martins pêcheurs, ou alors des poissons qui sont présents que dans des eaux d'une qualité vraiment rare, voire unique en Picardie. Et puis c'est beau, hein, tout simplement. On est dans une terre d'élevage, il n'y a pas trop d'agriculture, donc on a encore des grandes prairies bien vertes, toutes les haies qui entourent ces prairies, des mares qui sont dans les pâtures. C'est un paysage différent mais qui est tout aussi agréable. Il y en a un deuxième qui a passé. 3 même. Encore un là, encore un. J'ai toujours été passionné des sports de pleine nature, de la nature en elle-même. J'ai la chance de pouvoir travailler dans ce domaine-là et de pouvoir faire découvrir ma région à beaucoup de visiteurs de tout âge. Sur les modes de visite, sur les façons d'aménager les sites, il faut que nous, on réussisse à valoriser et à préserver ce territoire. Il suffit juste de le faire connaître un peu plus pour que les gens aient envie de venir. On a quand même des atouts que malheureusement même les habitants du territoire ne perçoivent pas forcément. C'est vrai qu'il y a un côté région un peu méconnu. Les gens ne s'attendent pas à ça en fait, à se retrouver dans le bocage, dans les forêts. C'est vraiment un écrin de verdure et on est surpris en arrivant dedans. Les bocages sont sans conteste l'illustre signature du paysage de Thiérache. Mais face à l'agriculture intensive, ces remparts verts semblent bien fragiles. Julie Baudin et Gwenaëlle Allard mènent une croisade pacifique pour leur défense. Donc là, on est au pied d'une petite haie vraiment caractéristique de Thiérache, une petite haie clôture. Donc une haie basse, une haie taillée avec essentiellement de l'aubépine, donc des arbustes épineux qui vont justement renforcer le côté clôture. Elle est vraiment chouette cette haie, très très riche. Ah ouais, il y a des trucs. Ah bah voilà, ne serait-ce que la présence de bois mort, on va avoir énormément de choses qui vont se rajouter dans la haie. Un coléoptère. Là apparemment c'est une petite prédatrice, elle a des sacrées mandibules. Cette haie clôture, elle est en train de vieillir. Et les arbustes qui ont été plantés au début, puisqu'elle a été plantée, sont remplacés par d'autres essences plus sauvages. Et ça offre autant de micro-habitats à des espèces différentes. Il y a plusieurs étapes dans la façon dont s'est dessiné le paysage en Thiérache. Jusqu'au Moyen-Âge, c'était énormément de forêts. À partir du XVIIIe siècle, économiquement, ça devenait beaucoup plus intéressant d'avoir des vaches. Et pour empêcher le bétail de s'échapper des parcelles, on mettait des haies. Ça a été vraiment l'origine
du bocage à cette époque-là. Le bocage, c'est un milieu complexe. La haie, par exemple, va héberger énormément de prédateurs, d'insectes parfois indésirables dans les cultures. Par exemple, les mésanges vont consommer des chenilles. Dans le pied d'une haie, on va avoir beaucoup de carabes qui, eux, vont consommer plutôt des limaces, des mollusques. Dans une haie, on va avoir des abeilles pollinisatrices qui vont pouvoir polliniser les cultures. Donc la haie va être un gardien de biodiversité qui va être utile à la culture voisine. Ah, là, on a un petit charançon. Je vais faire une photo. L'agriculture aujourd'hui est toujours en mutation, même si on a un sol qui est plus adapté à tout ce qui est élevage, en tout cas sur le nord de la Thiérache. Les techniques permettent maintenant d'avoir des cultures là où c'est pas le plus propice, et ça a forcément des atteintes sur le paysage. En fait, la Thiérache est soumise à des pressions agricoles qui dépassent son territoire par rapport à des cours du marché, à des normes d'engins, à des pratiques qui évoluent. Et face à toutes ces contraintes, malheureusement, ça va vers l'uniformisation pour des grandes parcelles qui tendent à supprimer les haies, à supprimer les obstacles en général, les talus, les chemins. Et on se retrouve avec une Thiérache qui va ressembler de plus en plus à des grandes plaines de culture. Donc on a décidé il y a 2 ans de travailler avec l'ensemble des acteurs du paysage pour justement voir quelles actions on peut mettre en place qui conviendraient à tout le monde pour préserver ce paysage-là. Au milieu des parcelles de verre, dans la campagne de Guise, le souffle chaud des brûleurs casse le silence. Les 2000 mètres cubes de toile se gonflent. Julie embarque pour son premier voyage en montgolfière. Hop, et là. Et hop. Non, mais je commence à me dire que je vais peut-être le regretter. Oh, mais non. Et du coup, là, on va vers quel côté? On va plus vers... Là, on va vers un peu vers lui. Ouais. C'est pas du tout pareil que vu d'en bas. Vu d'en bas, en fait, dans ce secteur-là, on a vraiment l'impression d'être sur des grandes plaines céréalières. Et c'est vrai que vu d'en haut, on se rend compte qu'il y a quand même des secteurs un petit peu préservés. On retrouve quand même pas mal de boisements. C'est toujours le long des rivières, ça. Ce qui fait suite, en fait, au remembrement. Là, clairement, ça devait être un champ qui était divisé en 2. Pour que ce soit plus pratique, qu'il y a une haie qui a été arrachée, ça permet d'avoir qu'une seule grande parcelle. Quel que soit l'endroit où les gens se retrouvent en Thiérache, même s'ils ont conscience que le bocage est en danger ou qu'il y a des endroits où il y en a moins, ils s'identifient à ce paysage-là. Puis on a de la chance là. Je fais exprès de descendre pour prendre ce qu'on appelle le courant de vallée. S'il fait comme ça, on suit la vallée. Alors que si je monte, on va repartir sur les plateaux. On pourrait emmener quelques élus en montgolfière, à mon avis. Ça leur permettrait vraiment de se rendre compte du patrimoine qu'ils ont et de l'importance qu'il a en tout cas. On sait que c'est là, on sait que c'est bien, mais maintenant il faut éviter justement que ça nous échappe. De l'herbe à perte de vue, des vaches heureuses et du bon lait. Mais des éleveurs parfois un peu moins heureux, parce que les prix ne cessent de baisser. La solution, c'est la transformation du lait en fromage, ce que Claire Halleux a bien compris. Ici, nous avons le lait donc, qui arrive de la salle de traite. En direct, au fur et à mesure que les vaches sont traites, le lait s'écoule, donc il est chaud. J'ai ajouté les ferments lactiques. Ce sont des bactéries qui vont se multiplier et permettre la fabrication du fromage en acidifiant le lait. Une fois la cuve pleine et que le lait a suffisamment maturé, est ajoutée la présure. La présure, c'est ce qui est dans l'estomac du veau qui lui sert à digérer et c'est ce qui va faire cailler le lait. Il va prendre en masse et il sera sous forme d'un gel à l'état solide. Maintenant, il faut stabiliser le lait pour qu'il arrête d'être en mouvement. Plus on attend, plus il devient ferme. Ça va durer à peu près 3/4 d'heure.
c'est ça qui va faire les petites variations de goût. Alors moi, j'ai mon protocole, mon voisin, il en a un petit peu différent, et bien nos fromages ne sont pas les mêmes. La fabrication de fromage, c'est de la chimie organique. Alors d'une manière plus poétique, on va dire que dans le mot fromage, il y a le mot mage. Donc il y a quelque chose de magique là dans ce qui se passe. La fabrication d'un fromage, ça consiste à extraire l'eau contenue dans le lait. Le fait d'avoir tranché, chaque grain de caillé laisse sortir le lactosérum par ses côtés, c'est-à-dire l'eau du lait. Ces grains sont versés dans les moules et là, ils se recollent les uns aux autres et ils forment la pâte. Donc, c'est ce qui donne la forme au fromage. C'est très physique parce que ça doit être très rapide. Si cette phase de moulage est trop lente, à la fin, il sera trop sec. Pour faire 1 kg de fromage, il faut 10 litres de lait. Le fromage, c'est du lait concentré. Les fromages sont arrivés blancs à la cave et puis ils vont prendre cette couleur rouge-orangée, caractéristique du maroilles, qui est due à la présence d'une bactérie qui se développe sur la croûte du fromage. Ici, nous sommes dans une cave en briques, humide parce que nous sommes en Thiérache et en Thiérache il pleut beaucoup. Il y a de l'humidité importante, un sol argilo-limoneux qui retient l'eau et l'eau va pouvoir passer par porosité à travers la brique. Il va falloir favoriser le développement du rouge. Et ça, c'est le brossage. C'est ce que je suis en train de faire. Ça consiste à frotter les fromages avec une petite brosse, de l'eau légèrement salée, sur toutes les faces. Cette bactérie, elle trouve un milieu favorable, elle se développe et elle va produire des arômes qui vont se fixer sur la matière grasse. Avec le temps, ces goûts-là s'affinent, se caractérisent, se développent et parfument agréablement le fromage. L'appellation exige que pour nommer ce fromage maroilles, il doit rester au minimum 5 semaines en cave. Nous allons le laisser 10 semaines. Ça, au final, ça donne un goût différent. Voilà. Quand Monsieur le maire de Gentes marche d'un même pas avec Monsieur le maire de Grenard, c'est qu'ils ont un point en commun. C'était extraordinaire. Le chef-d'œuvre d'un artiste hollandais, Charles Eyck. Rentrez. Je vous invite à découvrir le lieu remarquable de Gentes, cette église fortifiée. C'est superbe. Il existe en Thiérache une soixantaine d'églises fortifiées, mais celle de Gentes n'est pas comme les autres. Et l'histoire, en fait, elle est toute simple. C'est la rencontre d'un prêtre, d'une église et d'un peintre. L'abbé Suazo de Lima des Prados avait demandé à l'un de ses amis, le peintre Charles Eyck, une peinture murale de 4 mètres carrés. C'est tout ce qu'il lui demandait. Le premier sujet que le peintre a abordé, c'est le baptême du Christ. Le baptême du Christ en relation évidemment avec ses fonds baptismaux du XIIe siècle. Le Christ est représenté, baptisé par Saint Jean-Baptiste. C'est une explosion de couleurs. On sent les influences de Soutine, on sent les influences de Modigliani, on sent les influences de Chagall. Après avoir réalisé ces quelques mètres carrés de fresques, s'est vraiment senti inspiré. Il était inspiré par l'Église, il était inspiré par la Thiérache, et son imagination est allée débordante, au point que des 4 mètres carrés qu'on lui avait demandé au départ, il en a fait 400. Il aura fallu 4 mois à Charles Eyck pour réaliser bénévolement cette œuvre magistrale en 1962. Ici en Thiérache, on a cette concentration sur un petit périmètre d'églises fortifiées très caractéristiques. Nous venons de quitter Gentes et nous dirigeons vers Burel, qui est sans doute
l'église la plus emblématique. On ne peut pas comprendre l'histoire des églises fortifiées de Thiérache sans se rendre compte qu'au XVIe siècle, la frontière était beaucoup plus proche qu'elle n'est aujourd'hui. À cette époque-là, il fallait assurer la sécurité des frontières. On faisait appel aux armées régulières, mais aussi à des mercenaires, qui avaient tous en commun de ne pas être très bien payés ou pas payés du tout. Donc pour assurer leur subsistance, ils allaient de village en village pour prendre tout ce qui était comestible. Et la population excédée a décidé de s'organiser. On va transformer l'église. On va lui donner une allure de forteresse. Nous sommes dans une région de forêt, l'argile est abondante, donc on va commencer par fabriquer les briques sur place. Il fallait construire dans l'urgence. Lorsque les pillards s'approchent du village, les vigiles sonnent le tocsin. Tout le monde va se rassembler dans l'église avec vos vaches, cochons couvés. Ça pouvait durer quelques jours, au mépris évidemment de toutes les règles de confort, d'hygiène, d'intimité qu'on imagine quand autant de monde se trouve sur si peu de place. Une partie de l'église a été construite par les habitants, l'autre partie reste évidemment dédiée au culte. Donc une partie de cet édifice sert aussi à des activités qui sont purement civiles, un peu comme on le ferait aujourd'hui dans une salle polyvalente. Alors comme nous sommes dans la partie civile et qu'il s'agit de rassembler la population, je vais mettre mon écharpe de maire et je vais appeler la population à se rassembler en sonnant le tocsin. Encore une église, à Hirson cette fois. Depuis septembre 2012, un jeune pianiste de renommée internationale, Kit Armstrong, est l'heureux propriétaire de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Quand je viens ici, je ressens quelque chose hors de l'ordinaire. Et en fait, je l'ai ressenti aussi beaucoup lors du premier concert que j'ai donné ici. Avant de venir sur scène, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent dire cela. Je vais donner un concert dans mon église. J'avais l'idée un peu folle que je voulais absolument jouer de l'orgue. Je suis arrivée par trouver cette église qui était tellement belle que je l'ai achetée, même s'il n'y a pas d'orgue ici. Je me suis dit, c'est un bâtiment qui a vraiment besoin d'une deuxième vie. Dans l'avenir, j'ai vraiment envie aussi d'organiser, par exemple, des expositions, des conférences. Il y a beaucoup de possibilités. Et donc maintenant, c'est à moi de les découvrir et de les réaliser. Pour le premier concert, on avait pensé que peut-être 200 ou 300 personnes allaient venir. Et puis, le jour du concert, j'ai vu déjà beaucoup de gens devant l'église. Et puis, quelqu'un est venu me dire il y a un problème, nous n'avons pas assez de chaises. C'est une émotion qu'on ne ressent pas tous les jours.
possibilité d'intégrer la communauté dans mon projet me motive beaucoup. Je trouve ça formidable que Kit puisse faire un concert comme ça, à brûle-pourpoint, entre deux trains. Il va repartir. Je me suis dit, il va rater son train, c'est pas possible. On lui est très reconnaissant de nous apporter un peu d'évasion culturelle, musicale dont on a besoin. On est très fiers à Hirson d'avoir un enfant du pays de renommée internationale. Ça donne un avenir à cette église qui est au-delà de nous. En 1906, dans la petite ville de Vervins, un jeune sous-préfet fonde un journal entièrement acquis à sa cause. Un siècle plus tard, le petit atelier du démocrate de l'Aisne n'a pratiquement pas changé. L'odeur, le bruit, les locaux qui datent de 1875, les machines de 1936, des gens qui sont attachés à l'amour du métier, à l'amour de la machine, de l'outil. Et puis, une fidélité des lecteurs. Ah, j'ai appris à lire dans le Démocrate sur les genoux de mon grand-père. On est le dernier journal en Europe à être imprimé au plomb. I-S-N-E. Là, je suis en train de faire le métier de typographe, c'est-à-dire que je suis en train de composer des textes avec du caractère mobile. En typographie, les lettres sont placées à l'envers pour que le cylindre, quand il imprime, ça remet le texte à l'endroit. Alors, le démocrate de l'Aisne. C'est un Corse, il s'appelle Pascal Secaldi, il est avocat, il est tout jeune, il a 25 ans. Il aime bien se battre à l'épée, il a quelques ennuis à cause de ça. Il aime la politique, il est radical socialiste. Le but, c'est de faire un journal pour se faire élire, c'est un bulletin électoral au début. Mais comme ça marche, et comme les gens aiment le style et tout, et qu'il a une bonne plume, et qu'il a su recruter des bons journalistes, finalement, ça va devenir vraiment avant tout un journal. Et un journal libre, indépendant, un peu persifleur, caustique, très laïque. Il y a l'écriture, il y a la mise en page, on imagine le journal, on le façonne. On est dans l'actualité, on réceptionne les informations, on va en reportage. Et en même temps, il y a toute cette partie manuelle qui, je trouve, est passionnante. Je suis linotypiste, donc c'est-à-dire que je vais transformer l'information papier qui a été remise par nos journalistes sur des lignes de plomb. Dès que je vais effleurer une touche de mon clavier, je vais faire tomber une matrice. Et donc après, ma ligne, quand elle est composée, je vais l'envoyer devant un moule. Et là, il y a du plomb derrière à 280 degrés qui va être injecté dans le moule. Les lignes vont sortir au fur et à mesure, ce qui va faire la longueur de l'article. Alors là, tous les textes ont été placés dans la page, que ce soit les lignes faites par la linotype ou les titres composés en caractère mobile du typographe. Tout est mis dans la page et justifié. Les colonnes tous à la même grandeur. Là, je vais serrer avec des coins de bois biseautés. Et vous voyez, donc tout ça, ça tient, c'est un ensemble. Alors ça pèse très lourd, hein, c'est du plomb, hein, à peu près 35 à 38 kilos. Alors moi je suis rentré ici en apprentissage, hein, je quittais l'école, j'avais 16 ans, hein, c'était le 6 septembre 1971, donc j'aurais passé 44 ans ici. On a à peu près 1000 abonnés, donc à peu près 1000 bandes à coller, qu'on colle à la main, une par une, avec de la colle qu'on fabrique nous-mêmes, avec de la farine et de l'eau qu'on chauffe. Et ça colle très très bien. On fait un enfant toutes les semaines. Moi, un journaliste d'un hebdomadaire, toutes les semaines, le jeudi après-midi, je regarde si l'enfant est né et s'il est beau, et tout.
Et il y a même des lecteurs qui viennent attendre. Le jeudi, ils savent qu'on va apporter le journal à la poste, ils sont là, qu'ils attendent, comme pour la princesse d'Angleterre, quoi, sur le trottoir en face, qu'ils attendent la naissance. Ben nous, on a la même chose, sauf que c'est un journal. La Thiérache se range à part dans le cortège des paysages du nord de la France. Elle est un pays d'herbes, de terres humides et de rivières tranquilles. Longtemps isolée et marquée par un fort passé industriel, elle est en train de réussir une belle synthèse. Devenir moderne en renouant avec son passé. En Thiérache, on est à nouveau fier d'être paysan. Il était une fois une région nature, à piétiner et consommer sans modération.